this kid Eminem that no one really heard of. The Oscar goes to Eminem. Lose yourself in the music, the moment you own it, you better never let it go. 10 years ago, could you have imagined yourself rapping something like that? Probably not. You know, I don't want to go overboard with it or too, you know, but I do feel like that if I can help people that have been through a similar situation, then, you know, why not? Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est donc une vidéo consacrée au rappeur Eminem. C'est quand même un sacré dossier donc j'ai essayé de condenser au maximum en essayant en même temps de couvrir au maximum, mais je préviens d'ores et déjà, je ne peux pas tout dire sur Eminem. Il a fait tellement de sons, tellement de collaborations, tellement de scènes que voilà, vous comprendrez, je ne peux pas tout dire. C'est parti pour le portrait de Eminem, de son vrai nom, Marshall Bruce Mathers, troisième du nom, qui est né le 17 octobre 1972 dans le Missouri. Sa mère, à ce moment-là, n'a que 17 ans. Le père, il a quitté le domicile familial, donc il est parti. Il a laissé la mère toute seule s'occuper du gamin. You never met him since? Never met him, never knew him. Do you want to, or? I don't know. I don't think I do. If my kids would move to the edge of the earth, I'd find them. No doubt in my mind. No money, no nothing. If I had nothing, I'd find my kids. So there's no excuse. Ça n'a pas été facile du tout. Alors, sachant que pour connaître un peu le contexte familial de Eminem, faut revenir avec la grand-mère, etc. Je vous parlerai en fin de vidéo, faut pas que j'oublie, d'un documentaire que je vous conseille d'aller regarder qui justement parle très bien de l'enfance, dans quoi est né en fait Eminem, pour comprendre un petit peu tout le bain familial. Mais on va dire il est issu d'une génération de femmes abandonnées par leur mari. Voilà, donc ça a commencé avec la grand-mère. Donc sa mère va galérer seule, elle ne veut pas aller chez sa mère, c'est pas facile entre les deux femmes, donc elle va un petit peu trimballer Eminem de gauche à droite, et lorsqu'il aura 9 ans, il va se faire tabasser à l'école par un certain Angelo Bailey. Il va se retrouver sans connaissance en fait dans les toilettes. Personne va remarquer d'ailleurs qu'il est plus là. C'est sa mère qui va le retrouver en venant le chercher. Inconscient, tuméfié de partout. Il va passer plusieurs jours dans le coma. Ça va être une période très compliquée. Sa mère va démissionner de son emploi pour s'occuper de lui. Car là, Eminem doit tout réapprendre. Il doit réapprendre tout ce qui est fonction motrice. Il a également beaucoup de maux de tête. Il a des pertes de la vision. Du coup, sa mère va même attaquer l'école en justice, mais ça sera classé sans suite. Bon, de toute façon, tout ça, Eminem en parle dans son titre Brain Damage, qui est justement sur l'album qu'il a fait connaître, The Slim Shady LP. Donc déjà voilà, ça commence bien, hein, l'enfance d'Eminem, à 9 ans, coma, et ça va être un petit peu comme ça tout le temps. Non pas les comas, mais il va se faire tabasser régulièrement. Sa mère déménage souvent, comme je vous dis, et à chaque fois où qu'il aille, c'est un peu le souffre-douleur en fait de l'école. Ils vont finir par se poser à Détroit, et là ça va être un petit peu compliqué également, parce que ils sont en fait à la lisière entre Warren et Détroit, et il y a une route qui marque clairement une frontière sociale et raciale qui divise en fait Détroit en deux. Et cette route, c'est la route 8 Mile. Voilà d'où vient donc le titre du film d'Eminem qui fera quelques années plus tard. Et donc à Détroit, on a le côté blanc, population blanche, et le côté population noire. Eminem était l'un des rares blancs de son quartier. De ce fait, il aurait subi du racisme anti-blanc. Il serait souvent fait tabasser. I would change schools 2-3 times a year, and that was probably the roughest part. You got beat up a lot as a kid. Yeah, there was a lot of instances that I would. You got beat up coming home from school. Beat up in bathroom, beat up in the hallways, shoved in the lockers, you know. Just for, you know, for the most part, man, you know, just being the new kid. Mais ce qui le sauve dans tout ça, c'est sa passion pour les bandes dessinées, tout ce qui est comics, super-héros, et je ne savais pas, avant de faire mes recherches sur lui, qu'il dessinait aussi
bien. Les dessins qu'il faisait enfant, c'est juste magnifique. Le coup de crayon qu'il a, je trouve que c'est assez impressionnant. Et quelques années plus tard, son autre passion, ce sera le rap. Grâce à son oncle Ronnie, il va lui offrir une copie du single d'Ice-T, Reckless. Oncle qui a seulement 2 mois de plus que Eminem. Donc c'est un peu comme des frères. Eminem adore son oncle, ils sont inséparables tous les deux. Et justement cette initiation donc au rap de par son oncle, ça va complètement transformer sa vie. Il va se mettre à écrire et il va essayer de diversifier au maximum son vocabulaire. Donc il lit le dictionnaire tous les soirs. No matter how bad I was at school, I always was good at English. But I heard that you used to read the dictionary. I just felt like I want to be able to have all these words at my disposal in my vocabulary at all times, whenever I need to pull them out. You know, somewhere they'll be stored, like locked away. Et c'est à l'âge de 14 ans qu'il commence à se produire dans des battles, dans des clubs underground, et son pseudonyme c'est M&M. Donc c'est juste une référence en fait à ses initiales, à Marshall Mathers, mais du coup Eminem. Voilà d'où vient son nom. Bon, pour autant dans ces battles ça se passe pas toujours très bien. En gros c'était le seul blanc qui venait rapper. Donc on lui faisait un petit peu comprendre qu'il avait rien à faire ici, qu'il ferait mieux de faire du rock. Bon, c'est pas grave, il passe au-dessus. You know, and this is predominantly black music, you know, and people telling me you don't belong, like you're not going to succeed because you're this color. Then you want to show those people that, you know, that you can and you will. Très vite, du coup, il a voulu abandonner ses études et sa mère a insisté pour qu'il paye du coup les factures. Bon, ça l'arrangeait pas trop parce que lui voulait passer son temps à rapper. Bah du coup, c'est ce qu'il va faire, hein. Donc il va former un groupe qui s'appelle Soul Intent, groupe qui sera actif de 1988 à 1992. Et c'est pendant cette période-là, en 89, qu'il fait la rencontre de Kimberly Scott, plus communément appelée Kim, qui est une camarade de classe avec qui il va sortir. Alors j'ai vu une interview de sa mère où elle dit qu'en fait elle faisait famille d'accueil et justement elle a accueilli Kimberly qui avait pas mal de soucis au niveau de sa famille, et bah en fait ce serait donc sous son toit que l'amour entre Eminem et Kim serait né, bien qu'au début c'était pas facile parce que d'après ce qu'elle dit, après voilà ce sont ses propos à elle, au début Eminem était jaloux que sa mère accueille d'autres jeunes. En tous les cas voilà, dès 89 ils vont sortir ensemble et ça va être selon les proches d'Eminem une relation hyper toxique. En parallèle de tout ça, Eminem va faire la rencontre d'un garçon qui s'appelle Proof, qui est aussi rappeur. Ils vont devenir très très vite très bons amis. D'ailleurs, il parle de sa rencontre avec lui dans le titre Yellow Brick Road. Et ensemble, justement, ils vont faire plusieurs battles. Voilà, il va passer beaucoup de temps avec lui à rapper. Ils vont également fonder un groupe D12, qui est plus un collectif à la Wu-Tang Clan, si j'ai bien compris. Mais malheureusement, à peu près à cette même période-là, nous sommes en 1991, l'oncle Ronnie d'Eminem saute la vie après une dépression due à un chagrin d'amour. Et alors ça va détruire Eminem, comme je vous dis, hein, c'était comme un frère pour lui. Il va même se faire tatouer sur lui RIP Ronnie. Et à ce moment-là, niveau familial, ça va swinguer hein, du coup, car la mère d'Eminem, donc Debbie, elle lui aurait dit que son oncle avait essayé de l'appeler juste avant qu'il saute la vie et que donc il aurait pu empêcher ce drame s'il avait été là pour décrocher au téléphone. Alors comment te faire culpabiliser en 2 secondes? Bah voilà le mode d'emploi. Et ça n'est que bien plus tard qu'Eminem va apprendre la vérité, donc à savoir c'était faux. Du coup bon bah là ça va créer un énorme froid entre la mère et le fils. Ils ne vont pas se parler pendant un long moment. On peut voir hein, à travers plusieurs paroles de chansons, hein, comment Eminem démolit sa mère. Elle répondra hein, d'ailleurs, hein, elle va elle-même aussi enregistrer une chanson et elle va même écrire un livre qui s'appelle My Son Marshall, My Son Eminem. Et concernant donc l'oncle d'Eminem, il en parle, il fait référence à lui dans les titres Stan, également Cleaning Out My Closet, il parle aussi de sa mère d'ailleurs là-dedans, et aussi My Dad's Gone Crazy. Bon, donc voilà, son oncle n'est plus. Il continue à rapper avec The Proof. Sa mère, on n'en parle plus. Avec Kim,
c'est compliqué. Il se met donc à travailler, hein, en plus de tout ça, du rap, etc. Il est cuisinier dans un restaurant qui s'appelle Gilbert's Lodge. Le salaire laisse à désirer, hein, c'est vraiment le minimum, quoi. Et c'est dans ce contexte donc assez précaire quand même, hein, que Eminem et Kim vont accueillir une petite fille. Elle s'appelle Hailey Jade Scott Mathers et elle va naître le jour de Noël, le 25 décembre 1995. Eminem va également adopter 2 autres petites filles, dont Aylaina, qui est née en 93 et qui est en fait la nièce de sa partenaire Kim. Donc c'était la sœur de Kim qui a eu cette petite fille. Eminem l'a récupérée et il va également adopter Whitney, qui va naître en 2002, que Kim a eu d'une autre relation. Donc voilà, concernant les enfants d'Eminem. Donc le contexte, comme je vous dis, financier n'est pas du tout au beau fixe, ça va très mal, mais il ne lâche pas le rap, il lâche rien, et 1 an plus tard, il sort un album qui s'appelle Infinite, mais qui malheureusement ne va rien changer à sa vie financière. Les ventes, c'est pas ça, quoi. Quelques milliers d'exemplaires seulement sur Détroit, et une déception n'arrivant jamais toute seule, il va en plus se faire virer du restaurant, et Kim va le quitter. Voilà, donc la série noire, hein, je pense que chacun connaît ça. Il se retrouve tout seul, il ne peut même pas voir sa fille. Dépité, il va arrêter d'écrire, il va commencer à prendre des analgésiques et il essaye même de mettre du coup fin à ses jours. Bon, heureusement, il va se rater, il va finalement se remettre à la musique et là quand même il fait un bilan, hein. Il se dit bon, ce que j'ai fait jusqu'à présent, ça ne marche pas. Ouais, j'apprends plein de choses lors des battles et tout, mais il faut un truc différent, quoi. Et bien, un jour où il est sur les toilettes, oui, sur le trône, lui vient l'idée d'un alter ego diabolique qui s'appellerait Slim Shady. Et de quoi est né ce personnage Slim Shady? Selon les propres mots d'Eminem, d'une rage de sa jeunesse, une personnalité impitoyable qu'il utilise pour canaliser ses pensées les plus sombres. L'adjectif slim, quand on le regarde, il est quand même assez mince, donc voilà d'où le slim est apparu. Et le terme shady, il se réfère à son côté sombre. Donc une fois qu'il se trouve un alter ego, le nom de cet alter ego, eh bien il commence à composer et à trouver de nouveaux rythmes, tout en nourrissant justement cet ego. Donc à savoir que les textes vont radicalement changer, hein. Ça va être beaucoup plus sadique et violent, mais il va également transformer sa propre apparence pour être raccord avec cet alter ego. Donc il va se teindre les cheveux en blond, il va également adopter une voix un peu plus aiguë que celle qu'on entend dans son tout premier album par exemple, ou lors des battles. Et en interview plus tard, hein, quand on lui parle justement de cet alter ego Slim Shady, il dit que selon lui, chacun d'entre nous possède une part de Slim Shady, c'est-à-dire un côté plus sombre que celui qu'on peut renvoyer aux autres au quotidien. En bref, tout le monde peut facilement se reconnaître dans ce personnage. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans le titre Slim Shady, il dit Please stand up, levez-vous s'il vous plaît. Donc il invite les gens à montrer qu'eux aussi, donc ils ont ce côté Slim Shady. Voilà. Dernière chose qu'il dit par rapport à cet alter ego, il lui aurait permis d'être moins sérieux dans ses créations artistiques car il ne ressentait plus les obligations, ni la pression, ni la dépression. Et c'est quand même intéressant parce que du coup, on va en parler par la suite, hein, mais tous les titres qu'il a sortis où il s'en prend, parfois je trouve, hein, de manière injuste aux femmes, par exemple, même s'il n'y a pas qu'elles qui prennent cher, hein, tout le monde. Là au moins, on peut se dire, bon, c'est toi ou c'est pas toi, donc c'est pas toi, ok, donc c'est vraiment, on va dire, un défouloir en fait, ce Slim Shady. Est-ce que ça excuse tout? Je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, voilà, quand on connaît le contexte, on se dit, ouais, donc d'accord, ok, donc c'est pas toi, c'est ce personnage-là. À bon entendeur. But I mean, do you not like gay people? No, I don't have any problem with nobody. You know what I mean? Like, I'm just whatever. Toujours est-il qu'il sort de sa panne d'écriture, il retrouve la motivation et sort en 97 son deuxième album, donc Slim Shady EP. À ce moment-là, il a 25 ans. Il décide de participer aux Olympiades du rap en 97, donc la même année à Los Angeles. Et son objectif, c'est de gagner, hein, de remporter le premier prix. Bon, il remportera la deuxième place. Un petit peu déçu, mais il n'empêche que ça a quand même porté ses fruits
parce qu'il a été filmé lors de ces Olympiades et la cassette s'est retrouvée entre les mains d'un certain Dr. Dre. Bon, je vais pas présenter Dr. Dre, hein, vous voyez très bien qui c'est, un producteur, entre autres, hein, il rappe aussi. Bon, il tombe là-dessus, il se dit waouh, ce mec est génial, il faut que je le rencontre. Et bien, ensemble, ils vont retravailler l'album Slim Shady et il va sortir en 99 sous le titre cette fois-ci de Slim Shady LP. Et alors là, ça y est, on sort de l'ombre, l'album fait un carton, il va être certifié 4 fois disque de platine. Premier single, My Name Is, va lui valoir une renommée mondiale. Qui n'a pas entendu ce titre, hein, sincèrement, même moi j'en pouvais plus à l'époque de le voir tout le temps. Au début j'aimais bien, après ça a commencé un peu à me saouler parce qu'on l'entendait partout, le clip il passait tout le temps. Et ça tombe bien parce qu'à ce moment-là, quand donc son album sort en 99, bah, il est un peu dans la mouise financièrement. Il n'arrive pas à payer le loyer de sa caravane. Donc première chose qu'il fait avec l'argent qu'il gagne de son album, eh bien il s'achète une maison pour lui et sa famille dans un quartier sûr. Bon, l'album va aussi lui faire remporter un Grammy Award. Du coup, ça y est, alléluia, succès. Donc vu que maintenant il y a les pépettes, qui va venir du coup faire des procès à Eminem, ça va commencer par sa propre mère. En 99, donc dès que l'album sort. Hein. Elle va le poursuivre en justice en raison des propos diffamatoires qu'il a tenus à son encontre. Alors on parle des titres My Name Is. Elle lui demande 10 millions de dollars de dommages et intérêts. Bon, finalement, elle obtiendra 2000 $. When you can't go to the mob for being spit on and being called, you know, you disgusting pig, it's sad because people are passing judgment by listening to Marshall songs. 99% of my life I was lied to. I just found out my mom does more than I do. He needs to quit demeaning me. He needs to quit, you know, making attacks on me. I mean, you don't do this to your mom. And it is so hard. We have a problem, Marshall. The past 2 years, something really went wrong. Will the real Marshall Mathers please stand up and take responsibility for his actions? With the release of the CD, it was one of the ways for me to get my feelings out there to my son and the public. Eminem poursuit son chemin, il va fonder tout de suite son propre label, Shady Records, avec son agent Paul Rosenberg. Il va également se mettre à produire son groupe, hein, qu'il avait fondé donc avec son ami The Proof, D12, on les oublie pas ceux-là. Il se marie avec Kim également, toujours en 99, au bout de 10 ans donc de romance, enfin de romance en dents de scie, et il sort un autre album tout de suite après, hein, on est en 2000, et alors là, l'album The Marshall Mathers est celui de la consécration, hein, selon les magazines. Il sera vendu à plus de 32 millions d'exemplaires dans le monde, et il sera certifié disque de diamant. Bon, vu que c'est toujours Slim Shady qui rappe, et pas Eminem, les textes quoi, les textes, et bah du coup il va se voir refuser sa venue au Canada pendant qu'il fait sa tournée. On veut pas de lui, donc il doit faire un concert à Toronto. Non. Pourquoi? Bah en raison de propos déplacés qu'on peut entendre dans le titre Kill You, mais bon, après moult négociations, finalement il a pu venir faire son concert. Voilà, petit obstacle vite contourné. They told me that if I perform Kill You tonight, that they was gonna lock me up. Guess what? I already performed it. So listen, I don't know if y'all have heard of her, I don't know if y'all know the shit that's been going on today in the news or whatever, but I dedicate this next motherfucking song to that Valerie Smith. Il va également faire la couverture du fameux magazine The Source. Ce sera même le premier rappeur blanc à faire la couve de ce magazine. Et comme je vous disais donc, les paroles de ces chansons, parce que le Canada, bon, ils ont un petit peu grincé les dents, mais qu'est-ce qui se passe? Ben, ça en prend un petit peu à tout le monde, hein. Il suffit de l'écouter, même de voir certains clips. Britney, il adore la tacler, hein. Christina, pareil, elles en prennent plein leur grade. Ça crée quand même la polémique. Il y a aussi le début de la querelle avec Christina Aguilera. Alors, je vais pas rentrer dans la polémique avec Christina parce que j'en ai parlé dans la vidéo que j'ai faite consacrée à Christina Aguilera. Je vous renvoie au petit i là-haut. J'explique en détail le drama Eminem Christina, donc n'hésitez pas à aller là-bas pour voir ça, ça vous intéresse. Je vais pas me répéter ici, sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Mais voilà, avec Christina, ça a été aussi un petit peu compliqué. Donc déjà, voilà, il s'en prend à certaines chanteuses, mais pas qu'elle. Il va aussi être accusé d'homophobie. Donc là, on pense au titre Criminal.
Eminem, encore une fois, n'est pas Slim Shady, donc pour prouver qu'il n'est pas du tout homophobe, il va monter sur scène avec Elton John pour la chanson Stan. Et d'ailleurs, cette prestation, d'après les journaux, reste dans les annales des Grammy Awards, puisqu'elle est considérée comme le plus grand moment dans l'histoire des Grammy Awards. Côté perso, avec Kim, ça va pas. Elle a été arrêtée pour conduite en état d'ivresse, donc bon, elle a des petits problèmes aussi là-dessus. Qu'est-ce qu'il fait Eminem? Il écrit une chanson qui s'appelle Kim, qui est un préquel de la chanson 97 Bonnie and Clyde, qu'on a déjà pu entendre dans l'album précédent. Alors, elle est pas contente Kim, parce que déjà dans cette chanson-là, qu'est-ce qui se passe? Il est en train de mettre en scène le meurtre de sa femme, assisté de sa fille. Donc forcément, elle l'a très mal pris, et en plus de ça, il est monté sur scène, c'était pour le Up in Smoke Tour, le 7 juillet 2000. Il s'est mis à chanter donc cette chanson Kim, en donc simulant le meurtre de Kim, avec une poupée gonflable sur scène. Bon forcément, sa femme qui assistait au concert, elle a tellement pas apprécié qu'elle a tenté de mettre fin à ses jours. Heureusement, c'est le beau-frère de Eminem qui est arrivé à la rescousse, il était là, donc il a pu prévenir les secours à temps. I was embarrassed. I was humiliated. I cried. You know, I have to make sure that my kids don't hear it. And then I always just wondered what people think of me, you know. He is supposed to be the man that loves me and is supposed to protect me, you know, from being hurt. And here he is completely and totally disrespecting me in the worst way possible in front of millions of people. And in front of our kids, my family, my friends. I had went with my sister and some friends and had asked him before we went to the show if he was going to perform that song. And he said no. He said no because I know that you're going to be there and I wouldn't do that to you. Sure enough, he decided to do that song and not only perform the song but use blow-up dolls to reenact like me being choked, and watching everybody else sing the words and laughing and jumping around and like approval of just, I couldn't take it. I don't know. And I made it home and I could not gather my senses. And I went upstairs in my bathroom and I hit my wrist and ended up in the hospital. Et du coup, quelques mois plus tard, Kim réclame le divorce. Et elle l'attaque en justice également pour diffamation. Le divorce sera prononcé le 10 novembre 2001. Côté problème avec la justice, parce que Eminem aussi en a eu. Alors, il a été arrêté 2 fois pour possession d'armes à feu. Une fois en 2000 et une autre en 2001. Il a été même condamné à 2 ans de probation pour port d'armes illégales, ce qui est assez drôle d'ailleurs quand on pense par la suite justement sa position sur le port d'armes, mais on va en reparler après. Dans la même période, on est en 2001, un revenant. Il s'agit donc d'Angelo Bailey, celui qui l'avait tabassé quand il était tout petit là dans les toilettes de l'école. Eh bien il revient pour porter plainte contre Eminem pour diffamation, car selon lui, son titre Brain Damage, où il parle donc de cet épisode, donne une mauvaise image de sa personne. Franchement, lol. Bon, le 20 octobre 2003, les charges pesant contre Eminem sont rejetées. Voilà, ça c'est fait. Et sa mère, elle retente. Elle porte à nouveau plainte contre lui pour insulte dans le titre Cleaning Out My Closet, qui est sorti en 2002. Et il y a encore un titre sur elle en 2009 qui s'appelle My Mom. Il l'accuse aussi de l'avoir intoxiquée avec des psychotropes. Voilà. Petite parenthèse sur les problèmes juridiques qu'il a rencontrés donc en 2001. Toujours est-il que pendant l'été 2001, il va publier avec donc son groupe D12 l'album Devil's Night. Il s'agit du premier album du collectif d'ailleurs au passage, et il sort aussi son propre album en 2002, l'année suivante, The Eminem Show, qui va se vendre à plus de 33 millions d'exemplaires, certifié 10 fois disque de platine et aussi disque de diamant. Donc encore un énorme succès, et c'est également à cette même époque donc que va commencer le drama avec cette fois-ci Mariah Carey. Alors pareil, je suis désolée, je vais pas trop m'étaler dessus parce que j'en ai parlé en détail dans la vidéo consacrée à Mariah Carey, donc je vous renvoie au petit i. Mais
très brièvement, ça va régler ses comptes à travers plusieurs chansons. De l'un et de l'autre, hein. Ça va s'étaler sur plusieurs années. Donc il va parler d'elle dans son titre Superman. Il parle d'une éventuelle relation qu'il aurait eu avec Mariah Carey. Elle lui répond en 2003 avec le titre Clown. Et ainsi, voilà, jusqu'en 2009, où là il s'attaque à Mariah Carey et Nick Cannon, hein, son mari. Et Mariah Carey répondra avec le titre qu'on connaît bien, hein, Obsessed. Et il clôturera un peu l'histoire avec son titre The Warning, où il y va pas avec le dos de la cuillère. On est donc en 2002. Ah, quand même, le film 8 Mile sort avec Brittany Murphy, Kim Basinger, qui parle justement de son parcours. Il a écrit le fameux tube Lose Yourself pour le film, qui lui vaudra d'ailleurs l'Oscar de la meilleure chanson originale. Mais attention, bien que ça soit basé sur sa vie, ça n'est pas pour autant un biopic. Il a déclaré que s'il avait été basé sur sa vie, il y aurait des limites à ce qu'il pouvait faire et des règles strictes à suivre. Mais en utilisant un personnage, il pouvait explorer des aspects qui ne sont pas liés à sa propre vie. Ensuite, on arrive en 2003. Aïe, là, on a justement le magazine The Source, dont il avait fait la couverture, qui va dévoiler une cassette qu'une source anonyme leur a fournie, une cassette d'anciens freestyle d'Eminem qui contient des paroles racistes et désobligeantes envers les femmes noires. We gotta make this the same way that you guys have treated Mike Tyson. You guys are treating Kobe Bryant. You guys have treated R. Kelly, O.J. Simpson. Alors, il va déclarer « C'est quelque chose que j'ai fait sous le coup de la colère, de la stupidité et de la frustration quand j'étais adolescent. Je venais de rompre avec ma petite amie qui était afro-américaine et j'y réagis comme le gamin stupide et en colère que j'étais. J'espère que les gens le prendront pour la bêtise qu'elle était et non pour ce que quelqu'un essaye d'en faire aujourd'hui. » Un autre truc assez incroyable, d'ailleurs, je trouve, va se produire le 8 novembre 2003. On apprend que Eminem est officiellement mis sous surveillance par les services secrets américains à cause de sa chanson We As Americans. Pourquoi? Parce que dedans, il critique très violemment le président George Bush. Il le menace même de mort. On va en reparler après parce qu'il n'en a pas fini avec Bush. On arrive en octobre 2004. Eminem crée sa propre station de radio qui s'appelle Shade 45. Et la particularité, c'est que cette station de radio diffuse du hip-hop non censuré. Autre projet aussi qui lui tient beaucoup à cœur, c'est la production. Et là, particulièrement, il demande à la mère de Tupac s'il peut produire un album posthume de son fils. Ça va être le cas. Ce sera Loyal to the Game. Et il a même écrit justement une lettre à la maman de Tupac. Je vous en lis un court extrait. Comme je l'ai déjà dit, tu n'as pas idée à quel point la musique de ton fils m'a inspiré et pas seulement pour le hip-hop. Dans mon cas, elle a inspiré toute ma carrière. Merci de nous avoir donné son esprit et le tien. Que Dieu vous bénisse. Avec amour, Marshall. Il a accompagné cette lettre d'un dessin qu'il a fait de Tupac, très très bien fait hein, d'ailleurs. Encore une fois, on voit qu'Eminem a un sacré coup de crayon. Et donc nous arrivons au 12 novembre 2004. Eminem sort un 5e album qui s'appelle Encore. Gros succès, on retrouve les titres Just Lose It, où là il s'attaque à Michael Jackson, qui va d'ailleurs réagir, hein, il va dire qu'il est pas très content hein, de ce morceau, mais il va aussi s'attaquer à Madonna, pour ne citer que, hein, bien sûr. Bon, je vous cache pas quand même que de s'attaquer à Michael Jackson, ça va quand même faire réagir beaucoup de personnes qui vont demander des excuses publiques de la part d'Eminem. Bon, chose qu'il ne fera pas. Mais ce qui est assez marrant, c'est que quelques temps plus tard, Michael Jackson et Sony vont racheter des catalogues d'artistes, y compris le catalogue d'Eminem. Bref, petite parenthèse là-dessus. Comme je vous disais, hein, il n'avait pas fini avec Bush, donc il s'attaque encore à lui dans cet album. Il lui témoigne toute sa haine dans le titre Moche. Donc il s'en fiche hein, d'être sur écoute, il poursuit, fidèle à lui-même. Et alors là, côté vie perso, roulement de tambour. 3 ans après leur divorce, Kim et Eminem se remarient. Mais ça ne durera pas. Ils vont redivorcer en 2006. Fermons la parenthèse. On est en 2005. Eminem compte-t-il sortir un nouvel album? Il en est où dans ses sessions d'enregistrement? Il fait une petite pause. Là, il veut se consacrer pleinement à la production. Donc, il produit de nouveaux artistes. Il va également produire, par exemple, 50 Cent et Obi Trice. Donc voilà, il est focus là-dessus. Et une autre tragédie va frapper Eminem. On est en 2006. The Proof, donc son ami
de longue date, décède. Alors là, encore une fois, ça va terrasser Eminem. Il va d'ailleurs évoquer son ami dans les titres Beautiful et Deja Vu. Et c'est justement aussi à cette époque-là qu'on va commencer à parler des problèmes d'addiction d'Eminem. C'est pas nouveau. Au début, il a consommé pas mal de substances illicites. D'ailleurs, il y a un membre de justement son groupe, la D12, qui dit qu'il aurait arrêté aux alentours de 2002, mais il s'est quand même tourné vers les sédatifs et il en est devenu carrément accro. Alors Eminem là-dessus n'a aucun tabou, il en parle. Pendant une période, il en était arrivé à consommer entre 40 à 60 Valium et plus de 20 comprimés de Vicodin par jour. Du coup, il a fait une overdose en 2007, donc pas longtemps après la mort de The Proof. Donc certains se disent que peut-être il n'a pas supporté la mort de son ami, donc voilà, il a abusé des substances encore plus. You know, addiction kind of runs in my family a little bit too. So maybe, you know, and addiction, from what I understand, it's you know, got a lot to do with genetics. Like I said, when that happened, between the, you know, the pills I was taking, you know, which are pretty much all mood suppressants, you know what I mean, and that happened, and that's kind of like when I started like really spiraling, you know, and just, I mean, I had a drug problem already. I had an addiction I was dealing with already. When that happened, I think it was kind of a thing went off in my head, just like, f it. Right. You know, I might as well take more, you know what I mean? Like maybe this will help me get through, you know, and the truth is, you know, it didn't help. How close do you think you were to dying? They said 2 hours. If I would have got to the hospital 2 hours later, that would have been it. Because my organs, everything, my kidneys, everything were failing. Everything was shutting down. Bon, il a survécu, manifestement, mais il en était complètement accro. Mais toujours est-il que c'est à la suite de cette overdose qu'il va se reprendre en main, se faire soigner. Mais il a aussi dû réapprendre pas mal de choses, notamment à rapper. Il n'y arrivait plus en fait après ça. Il a même dû annuler sa tournée européenne à cause de son entrée en cure de désintox. Tout ça, il en parle dans l'album qui sort justement en 2009, son nouvel album qui s'appelle Relapse. Et on a un de ses proches à cette époque-là qui déclarait que justement il s'était remis à fond dans les sessions d'enregistrement. Il pouvait y rester 12 à 15 heures par jour lorsqu'il était en forme. Donc voilà, il a tout donné pour cet album. Album où il y a encore certaines femmes qui vont s'en prendre plein la tête. Jessica Simpson, j'ai parlé de ça dans la vidéo consacrée à Jessica Simpson. Mais il n'y a pas qu'elle, il parle aussi de Lindsay Lohan, d'Ellen DeGeneres, d'Amy Winehouse. Voilà, tout le monde en prend pour son grade comme d'habitude. Mais il n'empêche que grâce à cet album-là, il va remporter 2 Grammy Awards, dont celui de la meilleure collaboration de rap avec Dr. Dre et 50 Cent pour le titre Crack a Bottle, et aussi le Grammy du meilleur album de rap. Entre-temps, nous sommes le 21 octobre 2008. Il sort un ouvrage, une autobiographie qui s'appelle The Way I Am, et il nous revient 2 ans plus tard en 2010 avec un nouvel album encore qui s'appelle Recovery. On peut retrouver notamment le titre Not Afraid où il dit qu'il en a fini avec les substances. Alors cet album là, il y a quand même des tubes qu'on nous a rabâchés rabâchés encore, mais j'avoue moi j'aimais bien. On a le titre The Way You Lie avec la chanteuse Rihanna. Just gonna stand there, watch me burn. Gros carton, le clip perso je l'adore. On a justement l'actrice Megan Fox et également Dominic Monaghan dans Le Seigneur des Anneaux. Je sais plus comment il s'appelle, mais bref. Le Hobbit, titre et clip qui feront polémique des années plus tard. Je vais vous en reparler. En tout cas, ce titre, gros carton planétaire. Ensuite, Eminem va enchaîner plein de collaborations jusqu'à la sortie encore d'un autre album en 2013. Il s'agit de The Marshall Mathers LP2. On a encore un titre avec Rihanna qui s'appelle The Monster. On apprend également que les relations avec sa mère se sont apaisées dans le titre Headlights. Il s'excuse auprès d'elle. La même année, on a aussi un documentaire qui va sortir
qui s'appelle How to Make Money Selling Drugs, documentaire où Eminem revient justement sur ses addictions, tout ça. Et il enchaîne l'année suivante avec encore un autre album qui s'appelle Shady 15, où on a le titre Guts Over Fear avec la chanteuse Sia, qui est d'ailleurs aussi la chanson qu'on peut retrouver sur la bande originale du film Equalizer. Et en parlant justement de bande originale de film, eh bien il va produire celle du film La Rage au ventre, et il retourne en studio avant de nous sortir à nouveau 2 albums, un en décembre 2017 qui s'appelle Revival et un autre qui sort l'été suivant en août 2018 qui s'appelle Kamikaze. Alors là il va y avoir un drama avec Machine Gun Kelly qui va avoir le malheur de tweeter sur le physique de la fille d'Eminem qui du coup a bien grandi, donc qui va faire comprendre qu'elle est un poco pas mal comme jeune fille. Ça va pas trop plaire à Eminem, donc il va y avoir des petits échanges de titres comme ça, des petits règlements de compte dans certains titres. Et on arrive donc en 2020, encore un nouvel album, Music to be Murdered by. Là on a un gros clin d'œil qui est fait à Alfred Hitchcock, qui avait lui aussi sorti un album portant le même titre justement en 1958. Alors parlons-en. Record mondial en termes de rapidité de mots prononcés à la seconde. Il a un débit de dingue sur cet album là. Il a une deuxième partie, donc le premier est sorti en janvier, la suite Music to be Murdered by Side B sort en décembre 2020, et c'est justement donc dans le titre Darkness qu'il critique donc les armes à feu. Il fait référence en fait à une fusillade qui a fait 58 morts en octobre 2017 à Las Vegas, et le message du clip c'est d'inciter les spectateurs donc à voter pour durcir les lois encadrant les armes à feu. Il y a un autre morceau également qui s'appelle Unaccommodating qui lui a valu de vives critiques parce qu'il parle des attentats lors du concert d'Ariana Grande. Pareil, je vous ai aussi parlé de ça dans la vidéo sur Ariana Grande. C'était à Manchester en 2017. Il y a eu 22 morts. Et justement, comme je vous disais tout à l'heure, on parlait du titre Love the Way You Lie. Je vous ai dit que c'est un clip et une chanson qui allait faire polémique avec TikTok. Voilà. La nouvelle génération exprime ses idées sur cette plateforme et il trouve qu'on devrait cancel Eminem parce que les paroles de cette chanson glorifient les violences faites aux femmes et elles normalisent les relations toxiques. Donc pour eux, ce type de titre n'est plus du tout en adéquation avec la société actuelle. Du coup, ils veulent non seulement interdire cette chanson, mais pas que, la discographie complète d'Eminem. Alors là, il y a eu un combat justement sur TikTok entre les millennials, donc ceux de ma génération qui sont nés entre 80 et 90, qui étions habitués à tout ça. Enfin voilà, on n'a pas fait des scandales pour tout et rien là-dessus. Donc on a les millennials contre la génération Y, comme on dit, qui est un petit peu, on va dire, réfractaire à tout ce qui n'est pas politiquement correct. On va dire ça comme ça. Et du coup, le bilan, rien. On n'a pas cancel Eminem, bien sûr. Et du coup, Eminem, justement, parle de tout ça. Dans son titre, notamment Tone Deaf, il dit qu'en fait, tout ce qu'il a pu dire avant, donc toutes ces paroles choquantes, tout ce qui a suscité justement des polémiques, etc., c'est pas lui, c'est Slim Shady. Voilà, c'est son alter ego, donc il n'a pas à s'excuser ni quoi que ce soit. Fin du débat. Ensuite, on en arrive donc au Super Bowl de 2022. Il s'y est produit en compagnie de Dr. Dre, entre autres, ils étaient plusieurs, et il a interprété le titre Lose Yourself, et il y a eu une réaction, on va dire, réaction / polémique, parce qu'il a mis un genou à terre, qui était une référence au sportif Colin Kaepernick. Bon, la NFL n'a rien dit là-dessus, parce que, bon, voilà, c'était une référence à un sportif, même s'il y avait un côté politicard derrière, mais bon, voilà, on va s'en remettre. Toujours est-il que en 2022, toujours, après le Super Bowl, il sort une compilation qui s'appelle Curtain Call 2, et là, très récemment, cette année, il nous a annoncé la sortie prochaine d'un album qui s'appellera The Death of Slim Shady. Donc apparemment, il va tuer son alter ego, ce sera la fin de Slim Shady. Coup de grâce, Eminem lui-même dit « Je savais que c'était une question de temps pour Slim ». Donc apparemment, on va bientôt enterrer Slim Shady. Nous verrons ça. En tous les cas, voilà.
Alors j'ai vu que sa fille, elle allait se marier. Elle a bien grandi, c'est vrai. Et voilà, pour le portrait d'Eminem, les grandes lignes, hein, encore une fois, j'ai quand même essayé de vous couvrir certaines polémiques au maximum. Qu'en pensez-vous? C'est vrai que son personnage Slim Shady, hein, comme je vous l'ai dit déjà dans d'autres vidéos, j'ai un peu du mal avec ce concept. Je comprends le concept de créer un alter ego pour faire les pires crasses, mais il est vrai que certaines fois, il sort des trucs, enfin quand il s'attaque à certaines personnes, je peux comprendre que les personnes concernées aiment mal, que ça fasse pas plaisir, que ça fasse pas du bien. Après, j'ai envie de vous dire, il n'a jamais arrêté de faire ça parce que c'est ce qui l'a fait connaître. Il rappait pas comme ça avant, il a pas percé, il a créé Slim Shady, il a percé. Mais je comprends qu'à l'époque d'aujourd'hui, ça choque. Encore une fois, ma génération, on se comprendra. À notre époque, on pouvait rire de tout. Voilà, même de l'humour très douteux. On pouvait se dire, oh, t'abuses. Voilà, on validait pas, mais on pouvait en sourire. Aujourd'hui, on ne peut plus rien dire. On n'arrive plus à faire la différence entre de l'humour, aussi noir puisse-t-il être, et la vérité, ce que les gens pensent vraiment ou ont vraiment dans leur cœur. On fait plus le distinguo maintenant. Si t'as le malheur de blaguer là-dessus, c'est que t'es une personne horrible. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Mais aujourd'hui, on ne veut plus entendre ça. C'est bien triste, mais je comprends du coup. Je me demande si c'est pas à cause de ça d'ailleurs que Eminem veut tuer The Slim Shady. Slim Shady aujourd'hui, il peut pas vivre. On est d'accord? Donc voilà, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. En tous les cas, je suis quand même contente d'avoir plongé dans la vie d'Eminem parce que je savais que ça n'avait pas été facile pour lui, mais je savais pas tout ça. Le documentaire dont je vous parlais, je vous le mets en barre d'infos. Je trouve que c'est le meilleur que j'ai vu sur lui, qui retrace justement, alors pas toute sa vie, mais le début de sa vie, jusqu'à ce qu'il perce. Mais on voit bien justement, comme je vous dis, le contexte familial derrière, les conditions du coup de sa naissance, son enfance, adolescence, ce qui a fait que Eminem est devenu en tout cas Eminem. Donc voilà, je vous le mets en barre d'infos. Et comme d'hab, encore une fois, les sources sont sur mon blog. Mais là, le documentaire, je vous le mets directement en barre d'infos. J'espère que la vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Mouah. Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.